Salutations mes vivres galopins et bienvenue dans ce 10e épisode du Vega Roux. Mec, mais t'es pas roux? You know nothing, John. Le roux est bien plus associé que tu ne le crois. Savais-tu déjà qu'au Moyen-Âge, les gens avaient tendance à craindre les roux parce que c'était pour eux un signe de lycanthropie? D'une manière plus positive, les roux sont considérés comme débordants d'énergie. Et je te rappelle que, dans l'épisode 5, on a vu que le gamma du logo représente justement cette énergie qui rayonne. Donc considère à minima que je suis brun vénitien. Nous allons donc parler des roux. Et comme à chaque fois, on va se placer loin, très loin sur orbite, donc commençons par notre cher satellite, la Lune rousse. Différencions deux choses pour commencer. La Lune rousse avec une majuscule, qui va correspondre à quand la Lune va être basse sur l'horizon, elle va nous apparaître, à cause de l'épaisseur de l'atmosphère, avec une teinte un petit peu plus rousse. C'est un phénomène que l'on peut aussi observer lors des éclipses lunaires, au moment où la Lune va passer dans le cône d'ombre de la Terre, elle nous apparaît comme étant rousse. À ne pas confondre avec la Lune rousse avec une minuscule, qui, elle, correspond en fait à la lunaison qui vient après Pâques. En fait, celle où on est en ce moment. Vega roux, toujours plus loin de l'actualité. Mais pourquoi l'appelle-t-on la Lune rousse? C'est à cause d'un truc psychologique qui se passe à la campagne. Agricole. Non, psychologique, mais qui se passe à la campagne, vraiment. J'ai rien compris. J'y viens. Les jeunes de la campagne ont remarqué qu'à cette période de l'année, les jeunes pousses qui profitaient du redoux pour pointer le bout de leur nez avaient tendance, après avoir passé une nuit exposée à la lumière de la Lune, à roussir le lendemain matin. Du coup, les gens se sont empressés d'accuser la Lune de ce phénomène. Mais voyons les choses sous un autre angle. À cette période de l'année, on a beau tendre vers le redoux, les nuits restent quand même très fraîches. Et si, en allant vous coucher, vous voyez la Lune, c'est qu'il n'y a pas de couverture nuageuse. Couverture nuageuse qui a tendance à maintenir une certaine douceur de la nuit. En son absence, il fait plus froid. Et sans aller jusqu'à geler, les jeunes plantules sont beaucoup plus sensibles au froid et vont avoir tendance à réagir comme si elles avaient pris le gel. Et comme à l'automne, où la chlorophylle se perd, il ne va rester dans les feuilles que de la carotène et des anthocyanes, elles vont prendre cette couleur rousse. La Lune n'y est pour rien donc, et nous avons là un parfait exemple de raisonnement faussé, psychologique, entre coïncidence et concomitance. Et il devrait nous inviter à ralentir notre propension à porter des jugements hâtifs. Et t'as pas peur de paraître un poil moralisateur, là? Ça s'appelle une transition, John, puisque je m'apprête de passer de la Lune rousse à Louis IX. Tu sais, Saint-Louis. Roi de France et grand réformateur dit le prud'homme. Prud'homme, ça vient de probi homines, homme de valeur, de bon conseil, un juste arbitre, ce qu'il était. Il a cherché à réformer le système judiciaire français et était pour une légalité pour tous. Entre autres choses, il a cherché au début à bannir, puis à réguler comme moindre mal la prostitution, en la mettant sous la direction des pouvoirs publics, à l'époque pour la plupart des ecclésiastes. Il n'était d'ailleurs pas rare de voir des bordels propriétés de monastères. Et les joueurs d'Assassin's Creed se souviendront de sœur Théodora qui tenait la rose de la vertu à Venise. À l'époque, c'était pas si fou. Mais le prud'homme était aussi un homme prude et il imposa que toutes les prostituées soient teintes en rousse en 1254 pour pouvoir les différencier des femmes plus respectables. Oui, par contre, avant qu'on fasse un amalgame, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. Si mes cheveux virent au roux, j'en reste pas moins une femme tout à fait respectable, hein. Castor Moser, tiens, tu tombes bien. Non, pas spécialement, mais je me débrouille toujours pour me rattraper à quelque chose. Est-ce que tu n'aurais pas dans ton livre quelque chose sur les animaux mignons comme le panda? Je vais lui demander, mais avant, pour éviter toute confusion, je vais refaire ma couleur. Je préfère. Merci. De quoi je parlais moi déjà? Ah oui, les putes rousses. Oui. Excuse-moi, mais j'ai senti au loin comme une petite odeur de mépris. Tu serais pas en train de bicher sur les rousses par hasard? Oui et non, j'explique en fait l'origine de la croyance comme quoi les rousses, c'est le mal. Ouais, d'accord. Mais attends, parce que quitte à effleurer le sujet du bout des doigts, pourquoi t'y vas pas franco en parlant directement de la reine des putes? C'est-à-dire... Bah, la mère de toutes les mères, l'engeance du démon, l'impératrice des putes, quoi.
Non. Lilith. Ah. Ben écoute, t'as la caméra là, donc puisque t'as l'air de bien maîtriser ton sujet, vas-y, explique. Ah non, mais attends, parce que moi je débarque complètement là en fait. Je veux dire, autant j'ai été bercée dans la culture pop, la seule chose que je pourrais te dire, c'est que dans l'univers de Supernatural, elle est supposée être le premier humain transformé en démon, alors que parallèlement, dans l'univers Marvel Ghost Rider, c'est supposé être une déesse démoniaque, mère de tous les démons, experte en sorcellerie. Tu saurais nous démêler tout ça, toi? Ben écoute, Poppy, je te remercie de ton appel et de ton intervention déjà. Je te propose, j'ai un épisode à finir, donc on en reparle à la Néocast. Hein, allez, salut. Oui, mais Lilith est en fait la première femme créée comme Adam à partir de la Terre et faite pour être son égale. Elle refusa de se soumettre à lui. Ce dernier lui aurait donc lancé un sale pute, repris à toutes les sauces par tous les wesh et conduit de nos jours dans les rues. Du coup, pour satisfaire Adam, Dieu l'a banni, en fit la première succube, et il alla pêcher une côte à Adam pour créer Ève, qui, bien que moins féministe, n'était pas exempte de défauts, puisqu'elle avait tendance à tomber dans les pommes pour un rien. Mais revenons à Lilith, faisons un petit peu d'étymologie. Le mois dernier, on avait fait avec des hiéroglyphes, allons un poil plus loin avec cette fois-ci du cunéiforme et de l'acadien. Lilitou, ça vient de l'île Itud, l'île qui va être la maladie, le vent, le fantôme, mais aussi la connaissance secrète, et Itud qui serait la nuit, l'obscurité, la lune. Mis ensemble, ça forme la femme démon, la première démon, et toute cette mythologie a servi plus tard à pas mal de cultures de base pour en faire un super vilain, jusque dans la culture pop récemment. Ce à quoi faisait référence Poppy tout à l'heure. Parlons de Poppy. Castor Moser, t'en es où avec le panda? C'est pas grave, je vais meubler un petit peu. Lilith est donc cette femme rousse, assumée, sexualisée, tentatrice. C'est elle, d'ailleurs, qui aurait, selon la légende, poussé le serpent à venir proposer à Ève la pomme. La pomme, tiens. C'est une transition que tu fais encore là. Tout à fait, la grosse pomme, le surnom de la ville de New York. D'où vient ce surnom? Alors, la source assumée en fait, aux alentours des années 1900, que les gagnants des courses hippiques qui s'y déroulaient remportaient une autre pomme. Et les jockeys, qui avaient tendance à faire l'ensemble des parcours, parlaient du central de New York comme étant aller jouer la grosse pomme. C'est très joli, c'est sportif, c'est noble, mais c'est pas vrai du tout. Si on remonte plus loin, il semblerait que ça date des années 1800, où une certaine Évelyne Claudine de Saint-Évremont, une aristocrate française qui serait allée au Nouveau Monde pour ouvrir des maisons de rencontres de luxe. Des bordels, quoi. Et les gentlemen de l'époque ne tarissaient pas d'éloges à propos des irrésistibles pommes d'Ève. Du coup, c'était un nom de code, aller à la grosse pomme pour aller aux putes. Ça y est, Végarou, j'ai les informations sur le petit panda. Le petit panda, ou pandarou, est un animal absolument trop mignon qui donne envie de pousser des cris aigus. Non, c'est pas que ça. Le pandarou est un mammifère nocturne qui vit dans certaines régions de l'Himalaya, la Birmanie et aussi certaines régions de la Chine. Il a la taille d'un gros chat et peut peser entre 3 et 6 kilos. Il est très habitué aux températures extrêmes, de par son habitat naturel, et d'ailleurs peut se servir de sa queue touffue comme d'une couverture. C'est ingénieux. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Ça veut dire qu'il faut bien s'accrocher pour différencier l'un de l'autre. Peut-être une petite différence, le mâle peut être un petit peu plus gros, mais ça se joue vraiment à rien. En tout cas, au niveau du pelage, rien ne les différencie. Le pelage d'ailleurs est très caractéristique, il est roux, pour ça, panda roux. Il lui sert tout simplement de camouflage dans son milieu naturel, c'est-à-dire les arbres. C'est en effet un animal arboricole, et il se nourrit principalement de bambou. Comme le panda, le grand. Non, je rigole. Le panda roux n'est absolument pas un panda.
Voilà, c'est pas un panda. La confusion est facile, hein, il ressemble beaucoup à un raton laveur et aux ursidés en général, et pourtant, les études génétiques ont montré que, en fait, il fallait le classifier dans la famille des Éluridés, dont il est le seul représentant. Dans le doute, ils ont créé une case. Rien que pour lui. C'est pas le seul animal à avoir créé la confusion, il y a aussi, par exemple, le chien vivrin, mais Végarou, je crois que tu voulais nous en parler, non? Hein? Oui, le tanuki, le chien viverain, qu'on a tendance à confondre avec un raton laveur ou un blaireau, qui est un chien, un canidé du Japon. Très important là-bas dans le folklore, puisqu'il est associé, de même que le kitsune, le renard, à ce qu'on appelle les yokai, les esprits de la forêt, qui auraient la capacité de se métamorphoser en se posant sur la tête une feuille. En Occident, nous le connaissons à travers Mario, Super Mario Bros 3, dans lequel il avait la possibilité de se transformer en une espèce de raton laveur, avec les petites oreilles et la queue, qui lui donnait la possibilité de s'envoler, ou de se métamorphoser en statue pendant quelques instants, mais de devenir ainsi invincible. Et tout cela en récupérant un item, la fameuse super feuille, qui se trouve être une feuille rousse, peut-être roussie à cause de la lune. La boucle rousse est bouclée. Temps à présent de rejoindre le recteur en cuisine pour qu'il nous apprenne sa recette de la lune rousse. Nous allons faire une merveilleuse lune rousse, une tarte, avec des ingrédients qui vont lui donner cette couleur rousse. De la courge, des pommes, du sucre roux et du gingembre. Pour connaître la recette de cette tarte, cliquez sur Ginger. Moi je vous dis à tout de suite dans ma propre vidéo. Et sinon, retournez voir Végarou. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'aimerais tout particulièrement remercier mes deux Lilith, Castor Moser et Poppy pour s'être prêtés au jeu avec moi. Allez voir leur chaîne, il y a du beau. Petit instant propagande pour pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère vous voir nombreux à la Néocast les 16 et 17 mai prochains où vous pourrez me rencontrer. N'hésitez pas à venir me voir, vous verrez, je mords pas. Pas trop fort. Et le dimanche, à partir de 17h, j'animerai une conférence sur le zombie avec mes acolytes Elliot et Nico, des chaînes que vous pouvez trouver là aussi. Plein de pub, de la pub partout. Les copains, ils sont bien, allez les voir. D'ici là, je vous dis à la prochaine lune.